Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h. Merci de votre fidélité. Ce soir, Djamaldine Swalihi nous accompagnera. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur de la Madrasa Tarbiyatil Islamia de Mtsamboro. Nous reviendrons avec vous sur votre actualité, à savoir ce grand majlis annuel qui se prépare et beaucoup d'autres informations à venir juste après les titres de ce mardi 7 septembre. « 140 enseignants du côté de l'intersyndicale, 70 du côté de l'UNSA. Voilà les chiffres révélés par les syndicalistes enseignants suite à cette journée de mobilisation. Les syndicalistes qui ont été reçus d'ailleurs au vice-rectorat, des avancées sont à noter, on fait le point. 2/3 des avis de paiement de la taxe foncière ne sont pas encore arrivés à Mayotte. Des retards enregistrés alors que la date limite de paiement est fixée au 15 octobre. Que faire pour les retardataires ? On vous dit tout. Et puis, info de nos confrères de Flash Info, Nader Abou Anas, connu pour être un prédicateur très actif sur le net, sera à Mayotte du 22 au 27 octobre. Ce très jeune immeuble a su toucher bon nombre de musulmans, de nombreux jeunes. Il tiendra plusieurs conférences dans le nord de l'île. Le cas de Mayotte a été pris en considération, c'est en tout cas ce qu'indique l'UNSA. La circulaire n'était que le brouillon qui sera revu. Le retour en académie d'origine devrait être maintenu jusqu'en 2017. Pour l'IE, des avancées, mais pas de certitude. Voilà ce qu'on peut dire après une journée de manifestation, des déclarations donc de l'UNSA. En attendant, ce matin, les enseignants étaient bien dans la rue, sous le soleil, en présence de Camille Leca. Dès 8 h, ils étaient près de 140 enseignants rassemblés place de la République. Emmenés par l'intersyndicale SNES-FSU, CGT Éducation, FO et Sud, ils ont ensuite défilé dans les rues de Mamoudzou pour rejoindre la préfecture. Exprimant leur colère face aux incertitudes qui règnent toujours autour de la réforme de leur statut, ils ont exigé qu'une réunion soit convoquée d'urgence avec le préfet. Alors là, qu'est-ce qu'on attend ? On attend, alors, au plus optimiste, c'est qu'il nous annonce que le gouvernement, effectivement, sur les points sur lesquels il avait semblé revenir, à savoir sur l'indemnité d'éloignement, sur ces points qui ne sont pas encore précisés, qui nous donnent la précision effective, mais on se doute bien que le préfet ne doit pas être en mesure de le faire, ou tout au moins, au minimum, de faire remonter les revendications au niveau de l'État pour accélérer les choses. Sur les coups de 10h30, les représentants syndicaux obtiennent gain de cause et rentrent enfin dans l'enceinte de la préfecture. La réunion, qui aura duré plus d'1 heure, est présidée par le secrétaire général Bruno André. À la sortie, les mines sont plutôt bonnes, mais les avancées, elles, restent limitées. Les représentants syndicaux attendent toujours des décisions concrètes. Il en ressort une chose très simple, c'est que la préfecture a conscience du chaos total dans lequel est le gouvernement. Et la préfecture a saisi le ministère de l'Outre-mer et a saisi le ministère de la fonction publique pour savoir à quelle sauce doivent être mangés les fonctionnaires, les fonctionnaires en place à Mayotte. Non, les promesses seront tenues. L'intersyndicale se donne jusqu'à la rentrée des vacances de Toussaint pour envisager la suite. Si à cette date des engagements écrits ne sont toujours pas donnés par le ministère de l'Éducation nationale, ils appelleront à nouveau à la grève. Et l'UNSA donc qui se fait très discrète, on aura l'occasion d'en reparler demain, puisqu'on rappelle que d'un côté il y avait l'intersyndicale et de l'autre donc le syndicat de l'UNSA qui indique avoir obtenu ces avancées. Deuxième jour de fermeture de l'école de Kaweni et après la colère, c'est l'indignation des parents d'élèves qui se sentent ignorés par leurs élus. Une déception d'autant plus grande pour la population qu'il fut un temps où l'équipe soutenant le candidat Majani venu de Kaweni les sollicitait très souvent. Regardez plutôt ces images signées Abbas Alidi. Ce n'est pas depuis lundi que les parents n'emmènent plus leurs enfants à l'école, mais bel et bien depuis vendredi. Après une journée de blocage, les parents déplorent le fait que les élus n'aient pas entendu leur appel. À quelques jours des vacances scolaires, la déception se lit sur les visages.
kako lazimu wanatsa waoleo voyajamba wodo wahunze leo wasimapara rona mbele si haki risidai uwana wale wanatsa watiti rasaka wasijwa tongo soko yoti kakabidi walishwe amba wahunza hamiheno zao yote haki mamera madhamana ya kaweni makonseye wazifanyao. Visite guidée des salles de classe, des nids d'oiseaux, de la poussière, des lampes qui ont connu des jours meilleurs et qui servent ici de rideau. Une administration qui se retrouve aujourd'hui dépassée par les revendications des parents et des mères qui ne veulent plus se taire. Bewa kaweni waronea wardara uriji parambaleo karnamana riwono bakarna dhomana muhu kaweni mana jelakara tomona. Selon certains proches du maire, c'est plus de 30 millions d'euros qu'il faudrait pour rénover les établissements scolaires existants. Où trouver cette somme d'argent? Pour le moment, aucune réponse n'est apportée. Et j'ajoute que selon des proches du dossier, une solution aurait été trouvée entre le maire et les parents d'élèves. Impossible d'en avoir la confirmation par la mairie. Nous saurons demain si les élèves vont reprendre le chemin de l'école. Et puis après la coupure d'électricité qui s'est déroulée jeudi dernier, EDM a ouvert une enquête sur les circonstances du sinistre. Les conséquences sont plus importantes que prévu. En effet, la rupture d'alimentation a endommagé le réseau informatique de la CSSM selon la direction de la Caisse, à tel point que 3 jours sont nécessaires pour assurer la réparation du système. Depuis vendredi dernier, les assurés ne peuvent donc plus prétendre à entrer dans les locaux de la CSSM. Mais le directeur de la Caisse se veut rassurant. Il était l'invité de la matinale. Je propose de l'écouter. Nous ne perdrons pas d'informations, simplement nous n'avons pas pu travailler parce que nos réseaux étaient coupés, les agents ne pouvaient pas travailler, ne pouvaient pas renseigner à l'accueil, nous ne pouvions pas répondre au téléphone, notre système téléphonique était coupé lui aussi, donc nous avons été complètement coupés du monde pendant 3 jours. C'est pas EDM qui est en cause, hein. On sait très bien qu'eux aussi ont eu beaucoup de difficultés et ont fait un gros effort aussi pour pouvoir remettre l'électricité en réseau dès jeudi soir. Il faut travailler avec les différents, il y a plusieurs briques, plusieurs éléments. Il y a l'électricité, effectivement, la qualité de l'électricité qui est en cause. Il y a l'électricité, la qualité de la sécurité, ce qu'on appelle nos onduleurs, qui est en cause. Et puis, il y a un problème d'architecture technique qui fait que nous sommes extrêmement fragiles du fait de l'isolement de Mayotte et d'une construction, d'une architecture informatique qui est particulière. La Caisse de sécurité sociale de Mayotte qui devrait donc de nouveau accueillir le public dès demain matin. Et puis, on vous en parlait vendredi dernier, les avis de paiement de la taxe foncière ont du retard. De nombreux contribuables mahorais n'ont toujours rien reçu alors que la date de paiement est fixée au 15 octobre. Alors, comment faire si cela vous concerne? Élément de réponse avec Camille Leca. La date de paiement de la taxe foncière approche à grands pas et pourtant toujours rien dans les boîtes aux lettres de certains contribuables. Et pour cause, sur les 9000 avis de paiement émis, les 2/3 ne seraient toujours pas arrivés à Mayotte, selon la Poste. Mais pas de panique, du côté des finances publiques, on s'organise aujourd'hui pour gérer le problème. Si les avis n'arrivent pas avant la date butoir du 15 octobre, un délai sera accordé aux contribuables concernés. L'occasion pour nous de revenir sur les différentes modalités de paiement. Ils peuvent venir payer au guichet, mais uniquement pour les montants inférieurs à 300 €. Ils peuvent payer par chèque. Ils peuvent payer par type. Alors, le type, c'est le titre interbancaire de paiement. C'est la petite partie que l'on trouve en bas de l'avis. Il faut joindre un avis et envoyer ce document, cette petite partie, ce talon détachable au centre d'encaissement dont l'adresse est mentionnée de toute façon sur l'enveloppe. On peut aussi envoyer son type, ce talon, avec un chèque. Et le meilleur moyen de paiement est le paiement en ligne. À partir du moment où on a une connexion Internet et un RIB, on va sur impôt.gouv.fr. Dans l'espace particulier, on est muni de son avis d'imposition et de la référence de l'avis qui est portée sur l'avis et on peut payer en ligne. Pour l'heure, les circonstances du retard d'acheminement des avis restent un peu floues. La Direction régionale des services fiscaux devrait communiquer très prochainement pour apporter des précisions. À noter que plus de 47% des avis de taxes foncières concernent l'État
et les collectivités locales. Par ailleurs, le centre des impôts indique qu'il communiquera ultérieurement. Pas de panique pour ceux qui n'auront pas encore reçu cet avis. Bien évidemment, il n'y aura pas de pénalité. En septembre 2011, la grève contre la vie chère posait la question de la baisse des prix dans les supermarchés. Saïd Amadi Diraos avait alors fait la proposition en tant que président de la coopération régionale d'exporter des zébus vivant à Madagascar, à Mayotte. L'idée, elle n'a pas été mise en pratique. 3 ans plus tard, un bilan s'impose. Shakila Issouf. Plusieurs voyages ont été entrepris par les élus dans le cadre de la coopération régionale, mais concernant la proposition d'exporter de la viande de zébu de Madagascar à Mayotte, Saïd Amadi Diraos explique que l'exécutif n'a rien entrepris pour la réalisation de ce projet. J'avais réclamé en 2011 que le budget de la coopération soit, dans ce cas-là, abondé et qu'on ait au moins 2 500 000 € pour organiser cela. Rien n'a été inscrit de 2011 à 2012. Donc je ne crois pas que l'exécutif avait envie de faire baisser les coûts de la vie à Mayotte, notamment dans le domaine de la viande. L'importation de viande de zébu malgache posait plusieurs problématiques, celle de la construction d'abattoirs à Mayotte. Et pour le ministère de l'Élevage et de la Protection animale, l'important est que la sécurité de la consommation locale réponde à des normes. Si le dossier intéressait l'exécutif, les bêtes seraient là depuis 2012. Mais ça n'intéresse personne, ça n'intéresse que Raos. Parce que je veux lutter contre la vie chère à Mayotte. Et c'est sûr qu'aller chercher un zébu à Madagascar, l'amener à Mayotte, ça coûterait moins cher pour la population. Une coopération qui, pour ce faire, devrait, grâce aux fonds européens, construire un abattoir sur le 101e département. Ainsi, Saïd Amadi Diraos estime à 400 000 € les travaux et un investissement de 1 million d'euros pour l'importation de zébus sur pied de Madagascar à Mayotte. Un projet qui reste pour le moment à l'état de proposition. Nader Abou Anas, connu pour être un prédicateur très actif sur Internet, sera donc à Mayotte du 22 au 27 octobre prochain. Ce très jeune imam a su toucher de nombreux jeunes à travers ses prises de parole. Il tiendra plusieurs conférences dans le nord de l'île et cela aujourd'hui pose la question du changement de l'islam à Mayotte. Reportage de Shakila Issouf et Fred Souleymana. Invité par la Madrasatul Talbiya Islamia de Mtsamboro, Nader Abou Anas est l'invité d'honneur de leur 4e Majlis annuel. Ce jeune prédicateur s'adresse beaucoup aux jeunes. Il tient la plupart de ses discours sur Facebook et sur YouTube. Les réseaux sociaux sont parmi les moyens les plus utilisés pour passer les messages. Nader Abou Anas parle couramment le français et l'arabe. Il est connu pour son éloquence. Ça a commencé par quoi? Par quoi? Un regard, une parole, un échange de numéros. Et l'homme, qu'est-ce qui l'attire le plus? Le vêtement, le physique de la femme. C'est à travers le site dourou.net qu'il appelle la population mahoraise à venir participer aux différentes conférences organisées à Mtsamboro, Amjago, Mtsangamouji et Tsingoni. Plusieurs jeunes filles qui, en écoutant Nader Abou Anas, changent de tenue vestimentaire. Fahada, qui connaît bien le jeune prédicateur, pense que grâce à lui, elle est restée sur le droit chemin. Si je m'habille comme ça, c'est pour moi et non pour d'autres personnes. Je me disais que ouais, voilà, mon père me dit de m'habiller comme ça parce que c'est lui qui le veut. Du coup, je le faisais pour leur respect. Mais dès arrivé au collège, j'enlevais mes tours, mon foulard et tout ce qui va avec. Mais bon, dans ces vêtements, tu te préserves de plein de choses. Par exemple, des insultes, des gens qui disent n'importe quoi sur toi. Au vu de l'actualité, le sujet peut rapidement devenir polémique. Bon nombre de jeunes filles interrogées estiment que la religion reste une affaire privée et la tenue vestimentaire ne détermine pas le vrai du faux musulman. Et on aura bien évidemment l'occasion d'en parler dans quelques instants avec mon invité. Mais direction d'abord dans le sud de l'île à la découverte des bangas, de vrais bangas construits à l'ancienne, ancien nid d'amour de nos adolescents. Ces bangas ont aujourd'hui une nouvelle jeunesse et vont devenir de futurs gîtes pour les touristes. Un projet mené par un jeune de Timkoura, Fayadou Alidi, plus connu sous le nom de JC. Les images sont signées Fred Souleymana.
Donc aujourd'hui, là, on revient, on va dire quoi on va vivre la vie à Mayotte il y a 20 ans, des jeunes, la vie des jeunes il y a 20 ans. Voilà. C'est parti. Ils s'appelleront peut-être Banga Energy ou JC Land. Pour le moment, leur propriétaire ne leur a pas encore donné de nom. Eux, ce sont ces petits espaces d'environ 10 mètres carrés, soit une chambre d'étudiants à Paris. Sauf que le projet de JC est typiquement traditionnel. Ces bangas sont en construction ici, dans les hauteurs de Timkoura, depuis le 29 juillet. Et rien de tel que des amis pour les constructions de ces petits logis. On connaît JC, donc qui est un persévérant. Depuis le temps qu'il me parle de projets de banga qui, au départ, il voulait carrément le faire au bord de la route pour que justement ça ne disparaisse pas. Il l'a fait sous une forme d'association. Bon, ça n'a pas pris parce que il y a des réglementations aujourd'hui qui l'ont bloqué. Aujourd'hui, il le fait dans son terrain à lui. Donc je pense qu'il faut une vraie, un réel je dirais pas besoin, mais une réelle prise de conscience de tout le monde pour garder nos coutumes. Un art du banga traditionnel qui se perd, de la terre, des bambous et des gros bras. Il ne faut pas bien évidemment oublier le bon vieux voulé. Et après, en fait, avec ces bangas, je vais essayer de travailler en priorité avec les associations comme Tama et d'autres qui s'occupent de jeunes. En fait, ça va être un centre, un endroit où les jeunes pourront venir. Comme les bangas sont au niveau de la tradition, pour essayer un peu de vivre la tradition, des trucs, la vie d'avant, des trucs comme ça. C'est le projet numéro 1. JC espère une ouverture pour la mi-novembre. Il veut un autre type de tourisme, un tourisme local et accessible. Pour ces bangas, le prix ne dépassera pas les 25 € et les plats proposés tourneront autour de 5 €. Je vous le disais donc en début de journal, Jamaldine Swali est notre invité. Bonsoir. On rappelle donc que vous êtes le directeur de la Madrasa Tarbiyatil Islamia et que dans quelques semaines, tout simplement, se déroulera le Majlis annuel. Qu'est-ce que c'est exactement que ce Majlis ? Alors, le Majlis annuel, donc ça fait déjà depuis 2011 que j'ai été chargé de la direction de cette madrasa. Et tous les ans, on essaye, afin de récompenser les élèves, afin de montrer à leurs parents l'effort qui se fait au sein de la madrasa. On organise un majlis annuel dans lequel on essaye toujours d'inviter des jeunes, surtout je précise bien, des jeunes prédicateurs, des jeunes imams, que ce soit de la Réunion ou ailleurs. Parce que notre objectif est la jeunesse. C'est notre façon à nous, c'est-à-dire de combattre la délinquance, donc par les activités qu'on mène au sein de la madrasa. Donc, tous les ans, ce que j'essaye de faire, d'inviter des jeunes imams, des jeunes prédicateurs qui sont nés en France, qui ont vécu en France, qui ont été à l'école, c'est-à-dire qui ont vécu les situations que nos jeunes vivent aujourd'hui. Justement, est-ce que par rapport à ça, donc on rappelle que l'invité d'honneur est donc Nader Abou Anas, qui est le prédicateur de la mosquée du Bourget, qui a des positions plutôt arrêtées. Il est très actif sur Internet, donc on peut retrouver presque tous ses discours par rapport à la femme, pas de musique, pas de Saint-Valentin. Est-ce qu'il n'y a pas, par rapport à ça, un choc de l'islam, un choc des cultures ? Avant, déjà, j'aimerais, parce que j'ai trouvé ça dommage et vraiment pas professionnel de la part de certains médias qui ont déjà créé la polémique avant même qu'ils soient là. Malheureusement, c'est-à-dire, ils se sont focalisés sur quelques vidéos pour tirer des conclusions hâtives. Ils n'ont pas regardé le travail phénoménal qu'il fait avec son association Déclic. Grâce à lui, beaucoup des jeunes délinquants qui avaient dans les banlieues, il a pu attirer ces jeunes-là vers la religion, vers la raison. Surtout, ces activités qui profitent même
à certains non-musulmans. Parce que les activités qu'il organise ne sont pas seulement pour les musulmans, mais il y a même des non-musulmans qui sont invités, qui sont autorisés à y assister, etc. Mais donc, on va se baser sur certaines vidéos qui parlent, par exemple, de la femme, etc., pour dire comme quoi c'est un prédicateur radical, etc. Tout prédicateur, tout imam qui a étudié l'islam ne vous dira jamais, c'est-à-dire le contraire de ce qu'il dit. Tout ce qu'il fait, il ne fait que répéter le message du Coran et de la Sunna, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans tout, comme partout, à un moment donné, il y a une mise à jour qui a besoin d'être faite. C'est pas une question de, c'est-à-dire ramener les gens à l'âge de glace ou je sais pas où, mais à un moment donné, il y a une mise à jour à faire, comme cela l'avait déjà annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que viendra, c'est-à-dire dans tous les 100 ans, Dieu envoie des gens comme ça pour rappeler les gens les vraies valeurs de l'islam. C'est-à-dire, on peut ne pas être d'accord sur certains de ces discours, sur certains de ces points de vue, comme moi-même en tant qu'imam, en tant que prédicateur, il y a certaines choses sur lesquelles, bon, je partagerai pas ces avis parce que, bon, c'est comme ça. C'est-à-dire, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais il faut pas aller chercher, parce que j'ai été vraiment choqué de voir, c'est-à-dire ce que Maët Hebdo a publié. Ils ont fait une capture d'écran d'image de Nader Abou Anas où il se trouvait à Médine, à Uhud. C'est-à-dire, je me suis posé la question, où est-ce qu'ils veulent en venir ? Il y avait marqué prédicateur controversé. Et voilà, et justement controversé par qui et sur quoi? Sur peut-être ces prises de position justement par rapport à la femme. On va revenir sur ces conférences qui sont donc portées autour de la jeunesse. Ça se déroulera du côté de Sangadoua, du côté de Abjago, de Mtsamboro, de Tsingoni. Les jeunes qui sont vraiment la cible. On a l'éducation, on a le rapprochement à l'islam et puis ce constat, aujourd'hui à Mayotte, il y a de plus en plus de madrasas et de moins en moins de chioni. Quelle évolution pour l'islam? C'est juste qu'à un moment donné, c'est-à-dire il faut savoir qu'avant, l'islam, c'est-à-dire nos parents, nos anciens, nous ont appris l'islam par rapport à ce qu'ils avaient comme compétences, par rapport à ce qu'ils avaient comme connaissances. Aujourd'hui, on a eu des jeunes qui se sont formés dans des universités islamiques, qui ont des doctorats, qui ont des licences, etc., qui maîtrisent mieux l'islam. Lorsqu'on regarde l'islam qui a été enseigné à Mayotte jusqu'à très peu, on parlait par exemple de tahara, la purification, comment se purifier pour faire la salat, et ça tournait sur ces choses-là. Et plus tard, on a eu des jeunes qui ont étudié l'islam, c'est-à-dire qui ont une connaissance générale sur l'islam et qui essayent de transmettre cela à la jeune génération, parce que l'islam ne se résume pas seulement à la prière, mais l'islam, c'est-à-dire c'est une mode de vie. Aujourd'hui, justement, il y a auprès de ces jeunes une rénovation qui est en train d'être faite au niveau des écoles, au niveau de la façon dont c'est enseigné, une façon autre de penser. Est-ce que l'islam pratiqué à Mayotte est un bon islam, selon vous? C'est-à-dire, je ne dirais pas que l'islam pratiqué à Mayotte est bon ou pas, c'est pas à moi de juger. C'est un jugement qui revient à Dieu. Mais comme partout ailleurs, partout, on va pas dire que c'est seulement à Mayotte, mais partout, il y a des choses qu'on peut accepter, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, parce que l'islam, avant tout, est basé sur des sources. Donc, lorsque, c'est-à-dire la pratique ne correspond pas à la source, alors c'est une pratique à remettre en question. Par rapport à l'histoire de Mayotte et par rapport à la façon dont l'islam est arrivé sur le territoire, c'était peut-être aussi le déroulement naturel des choses. La façon dont historiquement l'islam a été implanté, sachant qu'il y avait déjà des religions animistes et d'autres qui étaient présentes.
Je comprends pas bien là. Est-ce que ce ne sont pas des modes de vie, une culture qui peuvent cohabiter sans qu'il y ait forcément bouleversement? C'est-à-dire, il faut savoir une chose, c'est que l'islam n'a jamais contredit les coutumes. C'est-à-dire, l'islam a contredit ces coutumes-là qui vont à l'encontre de certains principes. Mais l'islam n'a jamais été contre les coutumes. C'est-à-dire, chaque pays a sa façon de vivre, ses coutumes. Mais en tant que musulman, on doit se remettre en question par rapport aux sources de l'islam. Vous comprenez l'appréhension de certaines familles, de certains proches, d'amis qui, par rapport à ces changements, justement, ne comprennent pas, ont peur? Ils ont peur de quoi? Ils ont peur, c'est un sentiment naturel quand on regarde l'actualité, quand on regarde ce qui se passe. Il est clair que il y a certaines idées qui circulent au nom de l'islam qui n'ont rien à voir avec l'islam, des idées qui circulent très bien aujourd'hui grâce à Internet, etc. Bien sûr, ils ont droit d'avoir peur, mais moi, ce que je dis toujours aux jeunes qui fréquentent la madrasa, c'est que lorsqu'on a bien appris les bases de l'islam, alors il n'y a aucun risque d'être manipulé par ces idées. C'est-à-dire de toute façon, on voit de quelles idées on parle ici. Mais c'est-à-dire ces jeunes-là, c'est-à-dire qui sont très facile à manipuler, souvent c'est que ce sont des jeunes qui manquent de connaissances, qui ne savent pas les bases de l'islam. Internet, c'est le nouveau moyen de communication à Mayotte de l'islam. On a vu que vous avez une page Facebook d'ailleurs avec plus de 200 membres. C'est une nouvelle façon de communiquer l'islam. Aujourd'hui, on essaye, moi personnellement, comme je travaille avec des jeunes, j'essaye de me mettre dans leur peau et de travailler avec eux, avec les moyens par lesquels ils se sentent le plus à l'aise. Donc, par exemple, Facebook, etc. Donc, j'essaye d'être à la mode, comme on peut dire. Et on va rappeler donc ces conférences qui commenceront le 22, le Grand Majlis qui sera le 25, écoutez, pour tous ceux que ça intéresse, et ces conférences qui seront donc du côté de Mtsamboro et de Tingoni. Quelques mots, juste pour annoncer donc, à toutes les personnes qui souhaitent se déplacer. Oui, de toute façon, j'ai un planning, je peux leur dire un petit peu, c'est-à-dire donc... j'avais dit, j'allais expliquer un petit peu le concept, c'est que comme tous les ans, on organise le Majlis annuel, quand on a un invité qui arrive sur l'île, alors on essaye de faire profiter à certains frères qui travaillent en collaboration avec nous, par exemple les frères de Tingoni, les frères de Hamjago, etc. Donc c'est pour ça, la semaine qu'il sera là, on a essayé de faire profiter à tout ce monde-là. Donc, le 22 octobre, il aura une conférence spéciale pour les mamans, pour les dames, spéciale pour les dames, à la Madrasa Mtsamboro de 10h à midi. Le mercredi, on sera à Hamjago le soir. Le jeudi 23, on sera à Tingoni. Le vendredi 24, on sera à la mosquée de Mtsamboro, à la mosquée du vendredi de Mtsamboro. Samedi 25 octobre, on sera au plateau de Mtsamboro et c'est la soirée du Majlis annuel. Et dimanche 26 octobre, on sera à Mtsangadoua et pour finir, on sera à Mtsamboro le lundi 27 octobre. Merci beaucoup Djamaldine Swalihi d'avoir répondu à toutes nos questions. Eh bien, on espère tout simplement que Nader Abouanas, quand il arrivera, viendra en plateau pour nous raconter sa vision des choses et comment se passe son séjour à Mayotte. C'est une première pour lui, j'imagine. Oui, oui. Donc voilà, et puis on aura l'occasion d'en reparler. Bien évidemment, demain, n'hésitez pas à souhaiter une bonne fête à Laurence. Et puis à 13h16 aura lieu une éclipse totale de lune. Ce sera à ne pas rater, une éclipse totale de lune. Ça n'arrive pas si souvent que ça, croyez-moi. Bonne soirée sur KTV. Dans quelques instants, la météo, suivie du journal en maoré et
du temps de parole. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver tous les jours en multidiffusion sur OM5 à Paris. Kwaheri.